à tous, bienvenue pour votre rendez-vous tout en art et en spectacle. Lionel Abelanski est avec nous aujourd'hui, invité d'honneur de la 4e édition de Livre en scène. Il participe à cette mise en voix des littératures françaises et israéliennes sur les planches du théâtre Cameri à Tel Aviv. Puis quand la culture juive influence des générations de designers dont les noms ne peuvent pas vous échapper, nous verrons l'histoire de ces immigrés juifs qui ont changé le monde de la mode. Enfin, tout savoir sur le mouvement canaanite, c'est tout de suite dans le Culture Mag. Lionel Abelanski, bonjour. Bonjour. Vous étiez avec nous déjà il y a quelques mois pour la présentation d'un film franco-israélien qui s'appelait Qui donne. Et cette fois-ci, vous êtes de retour en tant qu'invité d'honneur d'un événement littéraire donc franco-israélien. Ça s'appelle Livre en scène. C'est une mise en voie de la littérature française et israélienne sur les planches du théâtre Cameri à Tel Aviv. Alors sur scène, vous rendrez hommage à Romain Gary, à Patrick Modiano, qui est prix Nobel de littérature cette année. Vous êtes familier, vous, en tant qu'acteur français, avec cette littérature israélienne. Les acteurs israéliens qui participent à cet événement, eux aussi, le sont un petit peu moins. Comment ils interagissent avec ces écrits ? Et j'ai l'impression que ça aurait été tout à fait naturel. En fait, ça fait partie du travail de l'acteur de lire et de lire à haute voix au départ. Et alors moi, je suis arrivé très très vite. On a commencé hier soir donc avec Patrick Modiano. Et donc j'avais pas vu le travail en amont, mais ça s'est fait très simplement et très directement. Vous les connaissiez, ces acteurs israéliens, avant de les rencontrer peut-être hier ? Pas ceux-là, mais j'en connais certains puisque j'ai tourné 2 films déjà ici. Mais ceux-là, je connaissais une comédienne, c'est tout. Et vous, par rapport à la littérature israélienne, il y a quelque chose qui vous plaît en particulier, un auteur que vous connaissez et que vous aimez beaucoup ? Je connais un peu Aaron Appelfeld. Et puis, alors c'est très drôle parce que ce soir, donc, on lit Edgar Keret. Et il y a un mois environ, avant qu'on me propose de venir lire Edgar Keret, on m'a offert ce livre. Et je trouve que c'est une très belle coïncidence. On m'a offert 7 ans de bonheur qu'on va lire ce soir et je trouve ça étonnant. Vous avez, on le sait, un lien particulier avec Israël, Lionel. Oui. Vous venez beaucoup ici, J'aime depuis beaucoup, des années. Oui, et j'ai envie de venir encore beaucoup et régulièrement. Et c'est atavique, on va dire. Je crois que je suis venu enfant avec mes parents. J'ai eu une grande période où je suis pas venu, et puis je suis revenu travailler, et voilà, depuis j'ai du mal à m'en passer. Mais alors là, en ce moment, on est dans un climat assez tendu, vous avez pu vous en apercevoir, comme beaucoup de monde d'ailleurs. Le conflit israélo-palestinien, on le sait, s'exporte partout dans le monde. Les gens se sentent très impliqués dans cette histoire. Vous, en tant qu'acteur français qui venez participer à un événement culturel ici en Israël, un événement franco-israélien, est-ce que vous avez des répercussions, des gens qui s'expriment positivement ou négativement ? Mais oui, depuis longtemps, et j'ai l'impression qu'il s'exporte très mal le conflit. En fait, les gens ne comprennent pas. Déjà, nous, on a du mal à le comprendre, alors qu'on ne vit pas ici, mais j'ai de la famille ici, donc je suis intéressé par ce qui se passe ici. Mais je vois que même les gens qui vivent ici ne sont pas d'accord. Et c'est un peu ce qui m'avait marqué les fois précédentes, quand j'étais venu travailler, où j'étais vraiment en contact avec la société israélienne, où que chacun a son avis, il y a 10 000 avis différents, et c'est comme partout. Mais il s'exporte très mal, c'est que les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas, ils font que des raccourcis. Et c'est aussi de la faute des médias français. Enfin, je parle de la France parce que le reste de l'Europe, je ne sais pas. Quoique quand je regarde des chaînes européennes, j'ai l'impression que c'est un peu traité différemment. C'est que on balance une information comme ça. Même juste le fait de choisir une certaine information, ça stigmatise, ça fait des raccourcis et c'est compliqué. Et moi, ce que je veux pas, c'est ce que j'essaye de dire aux gens quand je discute, c'est que le peuple, la population, ne pense pas forcément la même chose que le gouvernement décide, et que les gens ne sont pas tous avec la bannière prêts à aller égorger des gens ou aller balancer des obus. Et qu'il y a
voilà, c'est compliqué, que on peut pas dire il y a les bons et les méchants d'un côté, c'est un peu un raccourci. Et ça ne devrait pas affecter le travail artistique. Pour revenir au cinéma, puisque vous êtes là, j'ai envie de vous poser la question. Il y a un film qui est sorti cet été, Magic in the Moonlight, dans lequel vous avez participé, de Woody Allen. Oui. Vous êtes fan de Woody Allen, bah, oui, comme beaucoup de monde. Oui, j'ai été élevé dedans. Quoi. Et alors, c'était comment? Bah, c'était... c'est drôle parce que j'ai vu le film la semaine dernière, je ne l'avais pas vu avant. Et j'ai l'impression que c'est pas moi. C'est comme si Woody Allen, c'était... ou les films de Woody Allen, c'était un truc d'extraterrestre. Et j'avais l'impression d'être dans un de ces trucs d'extraterrestre. Et la relation avec lui? Ah bah, ça a été très vite, parce que d'abord il tourne très vite et la scène, voilà, modestement, je peux dire que j'ai une toute petite scène, mais c'était très sympathique. Il est venu, il s'est présenté, bonjour, et voilà, vous faites ci, vous faites ça. On a fait 3-4 prises. C'est un plan séquence, c'est-à-dire qu'il ne découpe pas beaucoup. Ah ben voilà, voilà mes amis, mes nouveaux amis. Et puis voilà, j'ai fait ma scène, on a changé quelque chose, il m'a fait rajouter quelques trucs, et on a modifié un peu, ça s'est fait, voilà, j'étais un peu impressionné, c'est normal, quoi. C'est un maître mondial. Maintenant que Woody Allen s'est fait, il y a peut-être un autre réalisateur américain avec qui vous avez travaillé. Il y en a plein, je ne veux pas dénigrer les autres. Oui, bien sûr. C'est toujours le problème, si je dis un tel et un tel, Spielberg va être fâché, ou je ne sais pas, ou Paul Thomas Anderson va être fâché. Ça, vous en avez déjà donné des noms. Donc, on va vous retrouver à la rentrée dans une série télé policière aux côtés d'Alexandra Lamy, Pascal Elbé ou encore Hippolyte Girardot, les grands acteurs de cinéma qui participent à des séries télévisées. Aux États-Unis, ça se fait beaucoup, de plus en plus, et maintenant c'est d'ailleurs très culturel. En France, beaucoup moins. On sépare encore les deux. Ça y est, ça commence. Il y a vraiment le pont se fait. Avant, il y avait vraiment. Oui. Oh non, tu peux pas faire de la télé, c'est pas possible. Et maintenant, ou alors, si on en faisais, on revenait plus au cinéma, quoi. Voilà, on était catalogués. Il y avait acteurs de télé, acteurs de cinéma. Moi, j'ai jamais fonctionné comme ça parce que j'étais pas en position de dire je ne ferai que du cinéma. Et puis voilà, j'ai fait des trucs à la télé qui étaient vraiment différents et intéressants. Mais donc aujourd'hui, vraiment, le pont se fait et il y a une réalité économique aussi. Il y a beaucoup moins de films, donc voilà. Et puis les séries télé sont les séries télé sont beaucoup plus travaillées. Il y a beaucoup plus d'investissement. Et puis il y a un boom des séries télé, on ne peut pas le nier. C'est en ce moment ce qui marche, c'est ça. On voit les séries américaines, les séries israéliennes qui sont vraiment formidables et qui sont adaptées partout dans le monde d'ailleurs. Merci beaucoup Lionel Belanski. Et de la télé, on revient sur les planches puisqu'on va rappeler que vous êtes donc, vous participez à cet événement Libre en scène, une mise en voix de la littérature française et israélienne sur les planches du théâtre Cameri à Tel Aviv. Bonne chance pour ce soir et à très bientôt dans nos studios. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, alors on passe à la culture juive qui rime avec les grands noms de la mode. C'est ce que le musée du peuple juif de New York met en avant à travers une exposition auquel a participé Donna Karan, Ralph Lauren ou encore Victoria's Secret, bref, des noms que vous connaissez. Sandy Fortis vous en dit plus. Des petits tailleurs juifs de New York des années 60 aux grands créateurs de mode du 21e siècle, c'est l'histoire que raconte la nouvelle exposition de la Bet Hatfutzot, le musée du peuple juif. Le musée du peuple juif est en train de raconter l'histoire juive sous un autre angle. Un angle qui ne tourne pas autour de la persécution, mais plutôt autour de la célébration des accomplissements et de la créativité du peuple juif, particulièrement dans l'ère moderne. Dreamweavers raconte comment la mode d'aujourd'hui a pu être inspirée par le travail des petits tailleurs juifs qui ont immigré aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. 17 grands noms ont été choisis pour cette exposition. Donna Karan, Ralph Lauren, Victoria's Secret, Marc Jacobs, Michael Kors et bien d'autres. Chacun a offert une robe. Certains l'ont même créée pour l'occasion, une robe inspirée de leurs racines. Certains d'entre eux viennent de familles d'anciens tailleurs juifs. Ce qui est juif dans ces robes, je ne peux pas le dire, mais je crois que chaque artiste, chaque créateur se sert de son héritage, de ses valeurs, de sa culture et de ses racines quand il crée quelque chose. Qu'ils soient issus de familles juives américaines ou qu'ils soient nés en Israël, tous ont un héritage en commun.
Je pense que cet héritage est en nous. On peut s'en rendre compte ou pas, mais c'est là, en nous, parce qu'on est né dans une maison juive. Donc, quand on exprime nos croyances, nos souhaits par nos créations. Et ça a forcément un lien avec le judaïsme. Chez nous, la mode était importante, comme la nourriture et l'amour. Nos parents nous ont donné beaucoup d'amour, mais ma mère adorait la mode. Quand j'étais enfant, à 7 ou 8 ans, je créais les robes de ma mère. Pour ma bar mitzvah, je lui ai dessiné sa robe, son sac et ses chaussures. Dans cette immense salle sombre, les robes des créateurs sont sublimées pour le plus grand plaisir du public. C'est magnifique, les robes sont exposées comme si elles flottaient dans les airs. Ici, elles sont vraiment mises en valeur. D'habitude, elles sont portées par des mannequins. Là, c'est la robe, la star. C'est très émouvant de voir l'évolution de ce métier, connaître cette histoire, comment ça a commencé, d'où c'est venu, et surtout jusqu'où c'est arrivé. Et puis de voir de si belles pièces, de si près, c'est un tel niveau, c'est limite orgasmique. Au Moyen-Âge, tailleur était l'un des rares métiers que les Juifs étaient autorisés à pratiquer. Dans l'après-guerre, ils l'ont pratiqué dans des conditions désastreuses, entassés dans des usines. Aujourd'hui, ce savoir-faire s'est transformé en vrai talent, un talent que certains designers ont su utiliser pour se hisser au top du fashion world. À suivre, tout sur le mouvement canaïte. Qui sont-ils? Quelle est leur particularité? Ils n'auront plus aucun secret pour vous. Ce sera tout de suite après les highlights qui vous emmènent à Londres aujourd'hui. Figure proéminente de l'art contemporain, Richard Tuttle est un artiste américain et post-minimaliste. Aujourd'hui, le Tate moderne de Londres lui rend hommage. C'est dans l'impressionnant hall de la Turbine qu'est accrochée la plus volumineuse œuvre qu'il n'ait jamais créée. Fruit d'une commande spéciale, Richard Tuttle travaille avec le textile, l'un de ses matériaux fétiches. Sur 12 mètres de long, cette œuvre mélange fibres naturelles et tissus spécialement créés pour l'occasion. Et pour ceux que cela inspire, une rétrospective Richard Tuttle est à voir dans une annexe de la Tate à la Whitechapel Gallery. Cette semaine, nous fêtons un anniversaire, celui de la naissance de Yonatan Ratosh. C'était le 18 novembre 1908. Si ce nom ne vous dit rien, il est l'un des créateurs, avec Alia Gor-Oron, d'un mouvement politique et culturel très particulier, les Canaanites. Alors Israël Tabor, bonjour. Bonjour. Vous êtes chroniqueur sur Roots Israël et vous êtes l'homme de la situation. Pour nous expliquer la particularité de ce mouvement déjà. C'est un mouvement très particulier par les idées un petit peu iconoclastes qui sont défendues. En 1939, je rappelle ça simplement, qu'ils vont lancer un premier mouvement de jeunesse hébraïque. En 1942, ils vont fonder le comité pour la coalition de la jeunesse hébraïque, qui va être vraiment la naissance de ce mouvement. Alors simplement, Yonatan Ratosh, voici sa photo. Il est né en Pologne, à Varsovie. Son père va l'élever en hébreu, lui, ainsi que toute sa famille. Donc lorsqu'il va arriver au Moyen-Orient, il aura déjà cette connaissance de l'hébreu. Alors le terme canaanite ne vient pas de lui, c'est Abraham Chomsky, le poète israélien, qui va utiliser ce terme avec un petit peu de mépris, un petit peu pour critiquer ce mouvement. Quelle est l'idée? C'est simplement de séparer le juif de l'hébreu. Alors ça paraît totalement bizarre aujourd'hui, mais ils veulent une sorte de retour un petit peu païen aux juifs, c'est-à-dire remettre l'hébreu au centre de la carte du Moyen-Orient. Ils considèrent en gros que le juif, il peut être aussi bien juif à New York, à Paris, à Moscou, à Casablanca. En revanche, pour lui, l'hébreu est lié à la langue hébraïque ainsi qu'à la terre du pays de Canaan, d'où le nom. Politiquement, il se situe où? Alors politiquement, ils sont vraiment au début, limite à l'extrême droite. Comme ils sont vraiment pour la terre et la langue, on sent qu'il y a vraiment quelque chose de presque fasciste dans cela. Ils vont être
au début un peu sionistes, mais au fur et à mesure, ils vont s'éloigner du sionisme. Pourquoi ? Parce que pour le sionisme, ça correspond à une réponse à une problématique de la question juive. Pour eux, l'État hébreu, c'est simplement un État hébreu avec la culture et la politique hébraïque. Donc c'est vraiment quelque chose de très différent. Il y aura également des écrivains comme Amos Kenan qui vont faire partie de ces mouvements, comme le Léry qui est classé à droite. Et quelle est leur influence à ces Canaanites ? Alors, leur influence va être surtout une influence culturelle. Là, par exemple, on voit leur drapeau, qui n'a rien à voir avec l'étoile de David, c'est la lettre Aleph en paléo-hébreu, juste pour vous montrer à quel point ils sont très éloignés de tout ce qui est juif. Ça ressemble quand même, tout de même à une toile de David. En fait, c'est un A. Si on retire le bas, c'est le A du Aleph. Ouais. Donc, ils vont même, par exemple, promener une distance complète en demandant à ce qu'on arrête d'utiliser l'alphabet hébraïque. Donc, il va y avoir tout un ensemble d'artistes comme Yitzhak Danziger, Benjamin Tammuz, Amos Kenan, dont on a parlé tout à l'heure, le romancier Aaron Amir, Uzi Ornan, qui est un linguiste et qui est le frère d'ailleurs de Ratosh, Avram Melinkov, qui est l'auteur de la sculpture qu'on voit à Tel Chai en hommage aux résistants de 1920. Et en une phrase, est-ce que vous pouvez nous dire s'ils existent encore aujourd'hui ? Alors, depuis la mort de Ratosh en 81, le mouvement a disparu. Merci beaucoup Israël Tabor. Voilà, c'est la fin de notre Culture Mag. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet. L'info continue. Bon retour sur la planète Terre.